Bonjour, Ecorama, émission spéciale depuis la REF du MEDEF à l'hippodrome de Longchamp à Paris. Boursorama est partenaire de cet événement évidemment avec l'opinion. Et votre invité aujourd'hui, Patrick Pouyanné, le président de Total. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous sortez d'une table ronde où vous étiez, il y avait du monde autour de la table, sur le grand soir fiscal. J'ai envie de dire que c'est un sujet récurrent, mais qu'aucun président finalement n'a jamais vraiment pris à bras le corps. Pourquoi c'est si dur en France de tout remettre à plat ? Oh, parce que de façon générale, d'abord parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ne pas remettre à plat, vous savez, parce qu'en France, on a une histoire avec la fiscalité qui est étrange. Les hommes politiques sont élus avec l'idée qu'ils vont toujours taxer plus, quoi, comme si. Et donc on part toujours de niveaux élevés de taxation, que ce soit sur les sociétés, sur le patrimoine, sur les revenus. Et puis après, on fait des niches pour grignoter l'intérieur. C'est pas très efficace, mais alors du coup, qu'on a créé la niche, chacun s'arc-boute pour défendre sa niche. Donc le résultat, c'est qu'on a un système. Donc on ne peut plus détricoter. On ne peut plus tricoter, pas vraiment, parce que quand même, le président Macron et son gouvernement ont fait quelque chose. Sur le patrimoine, la flat tax à 30%, on fait fi justement de toutes les niches, on évacue tout. Et on met un taux unique relativement modéré. Le résultat d'ailleurs, il est spectaculaire. C'est que les revenus de cette flat tax ont augmenté de 20% par rapport aux années d'avant. Ce qui démontre d'ailleurs que ce n'est pas en taxant plus qu'on génère plus de revenus. On peut aussi, en taxant moins, générer plus d'économies. Et c'est ce que j'ai essayé de défendre. J'ai essayé simplement de défendre, c'est la courbe de l'affaire, c'est de défendre, de dire en France, on a un taux d'impôt sur les sociétés à 33, on veut le baisser à 25. Le reste de la planète, oui, mais le reste de la planète, la moyenne européenne est à 22, va baisser à 20. Et la grande majorité des pays européens sont entre 10 et 20. Donc nous, quand on sera à 25, les autres seront à 15. On aura toujours 10 points. On a toujours un métro de retard. Mais pourquoi ? Mais parce que quelque part, si on veut le faire, il faudrait être courageux, comme sur le patrimoine, se dire finalement. Et si on mettait 18, 20, qu'est-ce qui se passerait ? Si on le fait naturellement, pour l'impôt, il faut enlever des niches. Donc, mais comme on l'a fait sur le patrimoine, donc c'est peut-être un peu révolutionnaire, mais la réforme du président Trump aux États-Unis, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Un taux plus bas, suppression de niches. Le résultat, c'est que à la fin, quand on regarde, il ne faut pas regarder ça d'un point de vue comptable, les revenus fiscaux. C'est un point de vue économique, parce que si les taux d'impôt sur les sociétés sont plus bas, les gens investissent plus et vous générez plus de TVA, plus de consommation, plus de confiance. Donc tout ça, c'est des cercles vertueux. On peut baisser les impôts sans toucher à la dépense publique. On avait Valérie Pécresse qui était là, d'ailleurs qui était avec vous lors du débat. Mais bien sûr, la question, il y a des dépenses puis il y a des recettes. Si en baissant le taux d'impôt, vous redonnez de la confiance et que vous générez plus de recettes, ce qu'on a vu sur l'impôt, c'est des recettes, c'est pas des dépenses. Après, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas faire l'effort également sur les dépenses publiques, mais ça c'est un autre débat qui est différent pour moi, qui est le débat de comment en France, on affecte nos dépenses sociales et à quoi sert l'impôt en France. On se trouve qu'en France, on a un modèle qu'on a hérité de la guerre extrêmement redistributif, extrêmement protecteur. Ça, c'est un deuxième débat. La question de l'impôt n'est pas nécessairement la question des revenus. Patrick Pouyanné, comme la dépense publique est la plus élevée au monde, notre système de pression fiscale est également la plus élevée au monde. Encore une fois, il n'est pas démontré que parce que le taux d'impôt est le plus élevé, vous avez plus de recettes. L'objectif du gouvernement doit être de générer des recettes supplémentaires. Mais par le passé, quand on a baissé l'impôt sur le revenu, souvent ça a creusé les déficits, ça n'a pas pas fait rentrer plus de recettes fiscales. Je n'ai pas parlé d'impôt sur le revenu, je parlais d'impôt sur les sociétés. Voilà. Je parlais d'impôt sur les sociétés, qui était le thème de ce matin. Mais par exemple, je suis intervenu sur un autre thème, qui est le thème de la transmission entre générations, entre parents, enfants ou petits-enfants. Moi, je peux vous démontrer que si tout système fiscal qui favoriserait les donations durant la vie de quelqu'un, aujourd'hui, les gens, avec la durée de vie beaucoup plus longue, vous héritez à 60 ans, c'est peu utile. Si vous héritez à 30 ans, vous n'allez pas le mettre à la caisse d'épargne, vous allez le consommer, vous allez le réinvestir. Vous proposez quoi ? D'augmenter les abattements ? Je pense qu'il faut fortement augmenter. Je pense que c'est une question de solidarité intergénérationnelle majeure. On est à 100 000. On est à 100 000, il faut 300 000. 300 000, mais 500 000. On y a été par le On y a été, il y a eu un mouvement fait par Sarkozy. Edouard Balladur, puis après Edouard Sarkozy, puis après, comme d'habitude, c'est l'autre thème que j'ai traité, c'est l'instabilité. Ça, c'est la plaie dans notre pays, parce que, et d'ailleurs, nous, on le vit sur notre investissement de l'AMED, où on a mis 300 millions d'euros, basés sur des règles fiscales concernant les biocarburants. Le Parlement décide de changer les règles fiscales. On a investi, et notre investissement vient de perdre 70 millions d'euros de valeur du jour au lendemain. C'est juste pas acceptable. Et ça, c'est pour ça d'ailleurs. Et je pense que je lis problème de stabilité et problème de taux, parce que si les taux étaient plus bas, on les ferait peut-être moins bouger, quoi. Tout ça, c'est aussi des problèmes de compétitivité. Quel est l'impôt, si on parle uniquement des entreprises, qui pèse le plus sur le site France qui nuit le plus ?
On parle beaucoup des impôts de production. Oui, non mais tout ça, encore une fois, moi je pense que oui, bien sûr, je peux faire l'avocat, comme tous mes collègues, de l'impôt de production, mais les impôts de production, c'est un bout de la fiscalité. Je pense qu'il faudrait reprendre plutôt globalement le sujet. Aujourd'hui, il est clair qu'un impôt de la production, c'est notamment la fameuse C3S, qui est un impôt sur le chiffre d'affaires, il n'y a rien de plus absurde que taxer un chiffre d'affaires. Vous taxez la croissance. Comment voulez-vous atterrir des entreprises d'investissement étrangers en disant j'ai un impôt qui taxe de la croissance chiffre d'affaires? 5-6 milliards. Ça ne marche pas, ça. Voilà. Maintenant, là, on s'attaque au petit bout. C'est les étapes suivantes. Et naturellement, à ce moment-là, on va rentrer dans un débat. Si on fait ça, qu'est-ce qu'on va retaxer? Donc, je pense qu'il faudrait plutôt, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme on l'a fait sur le patrimoine, avoir une vision plus globale et puis avoir une réforme plus structurelle. Bon. Vous avez le sentiment qu'à la fin du mandat du président Macron, les impôts au global auront significativement baissé ou on n'aura pas vraiment fait un gros chemin? Non, je pense qu'il y aura eu des choses symboliques qui ont été faites qui sont essentielles. La baisse de l'IS à 25%, vous y croyez? La baisse de l'IS pour les PME, j'y crois. Pour les grandes entreprises, je pense qu'on sera en chemin. Déjà pour 2020, vous avez vu la baisse de l'IS. Mais bon, c'est pas le sujet le plus frappant. Je pense que ce qui a été bien fait, encore une fois, c'est sur le patrimoine. Et d'autre part, je pense que la fin de la taxation via l'ISF de l'outil de travail était quand même quelque chose qui était réclamé par tous les entrepreneurs de France, encore une fois, et qui me paraît avoir été un pas important. Donc tout ne peut pas être fait. Je ne crois pas qu'on puisse tout faire en 5 ans, il ne faut pas croire. Mais des choses ont été faites. Il faut encourager le gouvernement à les faire. Et la prochaine étape majeure, pour nous d'ailleurs, c'est la réforme des retraites. Oui. Justement, vous avez plaidé, alors je n'ai pas tout entendu, mais manifestement pour une dose de capitalisation bien sûr, c'est évident. Dans la réforme des retraites. C'est pas dans le débat aujourd'hui, vous le savez. Mais c'est pas ça va le venir vite, ça va vite y être, parce que dans la réforme, si vous la lisez, un des éléments de la réforme proposée par M. Delevoye, c'est de baisser le maximum que le système par répartition de la sécurité sociale pourra couvrir pour les cadres, qui aujourd'hui est à 10 passes, je crois, ce qui fait à peu près 300 000 euros, à 3 passes, c'est-à-dire à 120 000 euros. Ça veut dire au-dessus de 120 000 euros, le système ne cotisera plus. Ouais. Bien sûr que je parle de cadres, je ne parle pas des patrons d'entreprise. Ouais. Et ça va ouvrir un champ de négociation. La seule réponse à cela, c'est d'inciter les gens à épargner au cours de leur vie. Et donc, on va aller vers les fonds de pension. Segment particulier. Mais je pense qu'on est obligé d'en parler de la qualité sur les fonds de pension. Pourquoi? Mais parce qu'on a construit un système par répartition après la guerre où les gens ont travaillé 40 ans, et en gros, étaient à la retraite 15 à 20 ans. Maintenant, les gens travaillent 35 à 40 ans et restent à la retraite, ce qui est heureux, 35 ans. Ouais. Ça ne peut plus marcher. On ne peut plus faire un système de retraite dont la seule charge repose sur les gens en activité. C'est un problème de démographie et ça, on ne fera rien contre. C'est heureux que l'âge de la vie soit allongé. Donc, il faut en tirer les conséquences. Et pourquoi je me fais l'avocat des fonds de pension Mais parce que quand on regarde la force aujourd'hui du capitalisme américain, c'est quoi? C'est que ça fait 50 ans qu'ils ont mis ça en place. Ça fait 50 ans qu'il y a une accumulation de richesses aux États-Unis dans des sociétés comme BlackRock qui gèrent 5 000 trilliards de dollars de fonds de pension. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils les réinvestissent dans les entreprises, pas dans l'assurance vie en euros qui rapporte rien. Donc c'est totalement fondamental. Quand le débat, j'écoutais le président, la force du dollar, c'est ça aujourd'hui. C'est pas simplement les États-Unis, le force du dollar, c'est parce qu'il s'appuie sur une économie qui est à force d'accumulation de richesses. Donc il faut, si un jour on veut que l'euro devienne une monnaie de référence, il faut passer par là. Et c'est dire la vérité aux Français. Donc je sais bien que cette réforme n'est pas simple, mais je pense qu'il est notre devoir à nous, en tant que patron d'entreprise, de mettre ça sur la table. Et ce qui a été fait dans la loi Pacte de Bruno Le Maire, Emmanuel Macron, en son temps à Bercy, avait parlé de fonds de pension à la française concernant cette réforme. Oui, ce qui a été fait, c'est un premier petit pas de remise à plat du PERP. Mais honnêtement, si on se contente de ça, vous allez avoir c'est très insuffisant. On a commencé à le dire au gouvernement, je pense qu'il en est conscient. C'est juste un petit modèle, mais qui ne répondra pas à l'essentiel de la question, et notamment pour les cadres. Alors Patrick Pouyanné, on parle également de l'actualité économique, puisque vous parlez du dollar, justement des Américains. On a vu le président Macron, lors du G7, chercher en tout cas à favoriser une rencontre entre Hassan Rouhani et le président américain. Vous croyez qu'un face-à-face comme ça, à court terme, pourrait avoir lieu ? Ça prendra du temps, mais je pense qu'il était urgent de chercher à baisser la tension sur ce conflit dans le Golfe. On voit bien que la politique maximum de pression sur l'Iran de la part des États-Unis conduit comme toujours ces politiques de sanctions. Il y a une espèce de... Les États se replient sur eux, certes les populations souffrent, mais à la fin c'est sus à l'étranger. Donc ce qu'a fait le président Macron dans la tradition, je dirais, de la France d'être un acteur géopolitique d'équilibre, c'est d'essayer de réinstaurer ce dialogue. S'il n'y a pas de dialogue, il n'y aura pas de solution au problème. Donc plutôt que d'aller
d'aller vers un conflit qui serait terrible pour tout le monde, il vaut mieux chercher le dialogue. Donc je pense que c'est une étape assez spectaculaire. Le fait qu'elle ait pu avoir lieu avec l'accord du président Trump prouve que quelque part, il y a aux États-Unis, et dont le président Trump, j'en suis convaincu, un certain nombre de personnes qui souhaiteraient sans doute trouver un moyen de dialoguer. Maintenant, entre le début et la fin de l'histoire, ça prendra du temps. Mais si tout ce qui peut être fait sur le plan diplomatique pour baisser la tension dans la région du Golfe me paraît une bonne chose. Dans le détroit d'Ormuz, où transite 20% du pétrole mondial et 30% du gaz, c'est une région extrêmement stratégique. En 3 mois, une dizaine de tankers ont été victimes d'incidents. Est-ce que cette région est sur le point de s'embraser, Patrick Pouyanné ? Est-ce qu'il y a un risque d'engrenage guerrier dans le détroit d'Ormuz ? Le détroit, peut-être pas, mais il existe clairement, encore une fois, et je pense qu'il y a des sombres de courants qui poussent au conflit contre l'Iran. Il faut bien voir que vous avez au Moyen-Orient 2 blocs chiites, sunnites. Vous avez un Iran qui, depuis une quinzaine d'années, largement d'ailleurs, suite à des décisions de puissance occidentale, qui est sorti d'Iran pour aller en Irak, l'Irak étant largement aujourd'hui contrôlé par l'Iran, avec le conflit syrien qui a poursuivi son arc vers la Syrie jusqu'au Hezbollah libanais. Donc vous avez, en gros, quand vous regardez une carte du Moyen-Orient, la moitié est dominée par l'Iran chiite, avec les limites de ce régime, et de l'autre côté, le Golfe, les pays sunnites. Donc il y a là un ferment fort. Il y avait une stratégie à travers l'accord sur le nucléaire qui consistait à ouvrir l'Iran en espérant que le développement économique ferait en sorte quelque part, ça prend du temps, que la population iranienne qui est nombreuse, qui est jeune, qui est éduquée, eh bien, aspirerait à plus de liberté et donc ferait évoluer le régime. Le président Trump a décidé que ce n'était pas la bonne stratégie, que l'accord était mauvais et qu'il fallait au contraire revenir à des pressions. Mais tout ça, je veux dire, on le voit comme sur la Russie, des politiques de sanctions, profondément, ce que j'observe, c'est qu'à la fin, ça aide les leaders de ces pays à finalement rassembler la population avec eux, derrière eux, même s'ils souffrent, mais finalement contre l'ennemi. C'est tellement facile de dire c'est la faute de l'extérieur. Donc je ne crois pas à ces politiques. Un incident dans le détroit d'Ormuz, pour vous, ça reste quelque chose qui serait évidemment un cataclysme, notamment sur son incident sur le cours du pétrole? Oui et non, parce que si vous regardez ce qui s'est passé, il se trouve qu'en ce moment, alors vous envoyez sur le marché du pétrole, le marché du pétrole est un marché qui est où les stocks montent. En ce moment, il y a des productions assez élevées, notamment aux États-Unis. La production américaine continue à croître. Plus de 12 millions de barils. Et honnêtement, cet été, j'aurais fait le pari, même après les 10 éléments, enfin les 10 incidents qu'il y a eu autour de qu'on aurait pu voir le prix du pétrole monter. Il n'a pas monté. Il n'a pas monté pour une autre raison. C'est qu'en ce moment, la demande, et ça renvoie à un autre problème, c'est que la croissance économique mondiale est faible. Et donc, la croissance de la demande de pétrole est inférieure aux anticipations. Il y a toujours de la croissance de la demande de pétrole, mais elle est en train de ralentir. Et si on élargit un petit peu, quand on voit tous les indicateurs avancés, même les stats en dur, on voit justement ce freinage de la croissance mondiale, notamment dans l'industrie, qu'on voit au travers d'une moindre croissance de la demande de pétrole. Est-ce que vous percevez donc ce ralentissement dans votre industrie? Ça vous inquiète ou pas plus que ça? Si, parce que c'est inquiétant, parce que c'est profondément le résultat des guerres commerciales, et notamment de la guerre américano-chinoise. Tout ça est en train de faire beaucoup de dégâts. On a un système qui était profondément ouvert, où les pays sont indépendants. La guerre commerciale entre Américains et Chinois commence à des impacts sur la croissance chinoise. Et ce qu'on va découvrir rapidement, c'est que quand la Chine tousse, c'est la planète qui tousse. Si la Chine, même si les chiffres officiels disent 6, je pense qu'ils sont plutôt à 2 à 3%. Le résultat, c'est qu'on voit que tout le système qui est totalement interconnecté est en train de souffrir, et nous aussi en Europe. Donc je pense que la deuxième chose qu'a cherché à faire le G7, c'était également essayer de désescalader la tension sur les guerres commerciales. Mais ça, c'est essentiel, parce que je suis plus inquiet sur ce point-là, puisque pour l'instant, entre Chinois et Américains, on est plutôt à l'escalade. On voit bien que les marchés financiers réagissent à chaque fois à la baisse, mais il y a clairement, aujourd'hui, on peut le dire, un impact de ces tensions, de ces guerres, mettre des barrières douanières, ça n'aide pas l'économie mondiale, et on voit aujourd'hui l'impact, y compris sur tous les marchés. Vous pensez qu'on est allé trop loin? C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans un engrenage tel qu'on ne peut plus revenir en arrière, ou un accord reste encore possible? Je pense qu'il faut toujours trouver un accord. La question est de savoir qui les tensions montent. On est comme dans la surenchère. Oui. Même si on désamorce un petit peu. Oui, il y a une surenchère, parce que sur le fond, il faut revenir un peu en arrière. Le fait qu'il y ait un débat aujourd'hui entre le monde occidental et la Chine sur
Est-ce que vous n'abusez pas du fait que vous êtes une économie d'État et du soutien des aides d'État aux entreprises chinoises pour attaquer un monde ouvert et abuser un peu de la naïveté de l'OMC? Je pense que le débat méritait d'être posé. Problème de propriété intellectuelle, problème de profondément d'aide d'État. On l'a vu, moi je l'ai vu, on l'a vu dans les panneaux, dans l'industrie solaire, on l'a vu dans les batteries, où on voit bien quelque part qu'il y a une forme de naïveté du reste du monde. Donc il est clair qu'on a admis la Chine dans l'OMC alors qu'on n'a pas tout à fait les mêmes règles du jeu, notamment d'un point de vue économique domestique. Et l'accès également au marché chinois est quand même plus compliqué pour les entreprises occidentales que... donc il y avait un débat à avoir. Bon, maintenant, l'escalade, c'est jusqu'où? Et là, on tombe, je pense que malheureusement, on tombe dans un débat plus géopolitique, de domination du monde entre Chine et Américains, qui dépasse l'affaire commerciale. Je pense que si on s'en sort, c'est justement, et je pense que c'est ce que cherchent à faire les diplomates et le président Macron, c'est à ramener le problème commercial à un simple problème commercial. Et là, je serais assez optimiste. Si on arrive à déconnecter le sujet géostratégique, politique, de domination des instances mondiales et le sujet commercial, je pense que tout le monde aura intérêt à trouver un accord, y compris les Américains. Parce que l'économie américaine dépend... Pour sa réélection, il a besoin ou pas d'un accord, le président Trump? Oui, je pense qu'il a besoin d'un accord. Je pense, vous savez, que les Américains, comme tout électeur dans n'importe quel pays, votent d'abord sur leurs revenus à eux, leur bien-être. Taux de chômage au plus bas depuis 1960. Oui, mais la récession n'est pas loin. Il y a de plus en plus d'annonces d'économistes américains, alors que... Ils sont à 2% de croissance. Il y a des signaux de faiblesse, mais on reste sur le cycle le plus long. Il y a des signaux de faiblesse. Mais si... je pense que c'est essentiel dans l'idée du président Trump de savoir que l'économie américaine sera en bonne santé l'année de son élection, parce que si à l'inverse, l'année 2020 est une année où l'économie faiblit, il sera assez facile pour cette personne de démontrer que tout ça c'est lié à cette politique commerciale un peu folle. Donc à mon avis, oui, il y a une motivation. Après, est-ce que les Chinois ont vraiment intérêt à signer et à faire un cadeau au président Trump? Ça reste à voir. On verra, il faut juste écouter, voir. Pour nous, Européens, on a tout intérêt à les encourager les uns et les autres à se rapprocher. On reste sur la géopolitique et les questions internationales. Un mot sur la Russie tout de même. Je ne sais pas si vous avez écouté le président de la République mardi lors de la conférence des ambassadeurs. Il a été très clair, après avoir reçu d'ailleurs Poutine à Brégançon la semaine précédente, il a été très clair sur les signaux d'ouverture qu'il souhaitait donner auprès de la Russie. Nicolas Sarkozy, ici même, à la REF du MEDEF, a donné le même message. Ne comprenez pas les sanctions qui sont sur la Russie. Vous accueillez bien ces Écoutez, je suis un des plus grands investisseurs, le plus gros investisseur étranger en Russie. Ça fait plusieurs mois que nous essayons de convaincre les autorités françaises que l'absence de dialogue, je dirais le mur de Berlin, c'est pas comme ça qu'on réglera le problème. Or, je pense que de ce point de vue-là, moi j'accueille bien évidemment les mouvements et l'invitation du président Macron, président Poutine, est une bonne idée. Je pense que pour les Européens, la Russie, c'est juste à côté de nous. Il y a une différence dans la relation américano-russe et la relation Europe-Russie, c'est que c'est la géographie. Ouais. Et c'est juste à côté de nous. Et objectivement, l'intérêt de l'Europe, c'est pas que la Russie parte vers la Chine. L'intérêt de l'Europe, c'est qu'on trouve un moyen de vivre avec la Russie. Aujourd'hui, bien sûr qu'il y a des débats profonds d'interventionnisme des Russes dans des systèmes, dans les systèmes démocratiques de plusieurs pays. Mais il faut avoir ce dialogue avec le président Poutine. Donc je trouve que tous les éléments et le discours du président Macron, de ce point de vue-là, étaient bienvenus. Je pense qu'il faut arriver à convaincre, mais il faut du leadership, il faut du temps, il faut du leadership. Il faut bien évidemment aussi, et je pense que ce serait normal que la Russie fasse preuve un peu de détente sur un certain nombre de sujets qui objectivement posent question, dont l'Ukraine. Mais donc oui, là encore une fois, comme je l'ai souvent dit, ce n'est pas la politique de sanctions qui va régler le problème, encore moins avec la Russie qu'avec l'Iran. Si vous voyez le point de vue, c'est un pays qui a vécu, qui se voit en autarcie, mais encore une fois, c'est mauvais pour l'Europe. On pousse les Russes vers les Chinois, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Patrick Pouyanné, encore un petit mot du cours du pétrole. On est resté dans une forme de stabilité assez surprenante autour de $60. Et puisqu'on parlait de Trump, ce qui est dingue, c'est que sa politique a deux effets contraires. Quand il mène sa guerre commerciale, ça tend à faire baisser via la demande de pétrole, via le ralentissement, le cours du pétrole, et via la politique de sanctions et de sanctions et de tensions avec l'Iran, ça fait augmenter le prix. Les deux s'annulent et on reste en ce moment, ça s'annule, mais parce c'est ça l'explication. Oui, enfin, le marché du pétrole, il dépend aussi de la production et de la demande. Enfin, la production. Il se trouve que la production, même s'il y a des
des points de faiblesse, comme vous l'avez dit, il y a aussi des parties dynamiques, et notamment l'Amérique. D'ailleurs, les États-Unis qui ont beaucoup... Vous savez, le fait que les Américains sont devenus le plus grand pays producteur au monde de pétrole a pas mal changé aussi toute cette donne. Mais il ne faut pas se tromper sur le président Trump. Hein. Il est comme tout homme politique. Ce qu'il veut, c'est le prix de l'essence à la pompe pour ses électeurs. Hein. Les gens disent non taxé, non taxé. Donc lui, ce qu'il veut, en plus pas taxé, mais c'est plutôt un prix de pétrole bas. Il n'aime pas, et les gens, il y a une fausse interprétation de croire que les lobbies pétroliers des États-Unis poussent les prix vers le haut. C'est pas vrai du tout. Le président Trump, toutes les positions, et que lisez ses tweets, c'est toujours chercher à le faire désescalader. Et d'ailleurs, dans l'affaire de l'Iran, c'était un peu la limite de le maximum de pression. C'est un niveau qui vous va bien, Patrick Pouyanné, $60 le baril. Est-ce que vous, si je vous dis on a $60 sur 3 ans, vous signez tout de suite? Bon, bien sûr, je signe de toute manière. Encore une fois, nous, on a... Le point mort est à quoi, 40 Il est à moins que ça. Aujourd'hui, avant dividende... Quand on s'est vu il y a 2 ans, il était à 45. Avant dividende, il était à 25. On a baissé le point mort à 25 avant dividende. Après dividende, il est à moins de $50. Donc ça veut dire que, puisqu'on verse à peu près 8 milliards de dividendes par an, ça veut dire que non, nous on n'a pas de problème. 60, oui, je signe, bien sûr. Mais la vérité, c'est qu'il ne sera pas stable. Ça c'est encore une... C'est une utopie. C'est une utopie. Il bouge. Donc tout ce qu'on fait, tout notre métier, ça consiste au contraire, et ce qu'on s'est évertué à faire avec toutes les équipes de Total, c'est baisser le point mort. Et aujourd'hui, on a le plus bas parmi les majors. Donc... oui, on vit à 60. Alors bien sûr, quand on est à 70, c'est encore mieux. Mais bon, on vit à 60 et on vivra à 50. On baisse encore le point mort chez Total, même si on est à 25 dollars avant les dividendes. Oui, parce qu'on continue d'une part à être sur comme l'Arabie Saoudite, mais là, aussi parce que non, l'Arabie Saoudite, ils sont à 5. J'aimerais bien être comme eux, je ne suis pas l'Arabie. Non, mais oui, parce que quelque part, on a une politique de gestion de nos actifs qui consiste à sortir du portefeuille des actifs à coût élevé, à les remplacer par des actifs à coût bas. Donc oui, c'est en permanence, mais c'est le point mort, c'est le paramètre majeur d'une entreprise de matières premières. Vous avez un peu libéré votre parole sur la stratégie climat dernièrement, en annonçant par exemple la création d'une business unit forêt il y a quelques semaines, la solarisation de stations-service, ou bien encore, vous venez récemment de faire une acquisition dans l'éolien. Je voulais savoir comment on gère la transition énergétique quand on est un groupe comme Total. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, pardon, je complète, aujourd'hui les énergies nouvelles, dans le portefeuille énergétique? Ça reste, j'imagine, marginal, mais ça sera de moins en moins? C'est pas marginal, c'est à peu près 10% de nos investissements chaque année. C'est 1,5 milliard à 2 milliards. Je ne sais pas si 1,5 milliard à 2 milliards c'est marginal, mais j'appelle pas ça. En pourcentage. Non, mais ça c'est un faux débat. Parce que vous devriez regarder combien investissent dans les énergies renouvelables ceux que vous considérez comme les grandes entreprises du renouvelable, comme Engie et EDF. Est-ce que vous savez combien ils investissent par an à peu près? Moins d'1 milliard, j'imagine. 1,5 milliard à 2 milliards pour EDF Énergie Nouvelle, 1 milliard et demi. Donc, on est dans des ordres de grandeur qui nous positionnent aujourd'hui parmi un acteur tout à fait, je dirais, de taille significative. Il y a des grands électriciens comme Enel qui font plutôt 4. Et donc, on est bien cohérent à vouloir quelque part trouver une place. Alors simplement, on y va 1,5 milliard à 2 milliards, c'est des métiers nouveaux. Alors effectivement, notre communication est débridée, donc simplement pendant l'été, plutôt que de tout cacher, on a dit on va dire tout ce qu'on fait. Comme ça, au moins, les gens, puisqu'il paraît que les gens ne savent pas qu'on fait des renouvelables, ils vont voir ce qu'on en fait beaucoup. Alors tout ça n'est pas très gros, parce que même si on achète une société comme Vendoc qui fait 200 mégawatts, les gens voient des mégawatts, mais honnêtement 200 mégawatts c'est pas très gros. Mais c'est bien, ça fait progresser l'entreprise. Mais on continue à en faire plus, tous les jours. Attendez, on est régulièrement, on achète, on investit, on développe, on a une ambition d'avoir 10 gigawatts d'énergie d'électricité, puisque notre stratégie là-dedans, elle est double. D'un côté, on a des pays en Europe comme la France ou la Belgique où on a des clients, Total Direct Energy, l'Empiris, et là, on veut équilibrer en gros nos productions d'électricité avec nos clients, donc on doit croître. Et l'électricité qu'on aura, elle sera d'origine gazière, soit des centrales à gaz, soit renouvelables. 3 gigawatts, 7 gigawatts. Et puis après, en dehors de l'Europe, où on n'a pas de clients, on a une politique volontariste de développement, de production d'électricité sur base renouvelable au Chili, au Japon, en Afrique, au Moyen-Orient, dans plusieurs pays. Et dans le mix, à horizon de 10 ans, dans le mix énergétique dans le mix, Total, ce qu'on voudrait, c'est que ça fasse 15 à 20, à horizon de 10 ans, une dizaine de pourcents, et à horizon de 20 ans, 15 à 20%. Le 21e siècle sera le siècle de l'électricité. Ce sera électrique, ça c'est de vous, je vous paraphrase. Comment Total... C'est pas de moi, c'est un de mes collègues à qui j'ai repris l'idée en fait. Et ben voilà, c'est un double pompage. Comment Total compte en profiter et s'assurer une position de leader là-dessus concrètement, une fois qu'on a dit ça? Exactement ce que je viens de dire. Ce qu'on voit dans les marchés de l'énergie, c'est pour ça que quand vous me parlez de transition énergétique, pour nous c'est profondément comment les marchés de l'énergie évoluent. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des marchés pétroliers qui, compte tenu de divers usages, vont sans doute plafonner, voire diminuer. Des marchés gaziers qui se substituent au charbon, qui ont une croissance. Et puis on voit l'électricité qui va passer, qui va quasiment doubler à horizon de 20 ans. Le gaz sous coupe qui est moins polluant
que le charbon. Non, mais c'est bien de le rappeler. Il faut que je rappelle tout ça, si je suis d'accord. Non, mais vous avez raison, mais dans l'esprit de tout le monde, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde la façon dont l'énergie, merci de me relancer là-dessus, est produite, le charbon représente 25 à 30% et c'est 2 fois plus polluant que le gaz naturel. Produire l'électricité avec une centrale charbon, c'est 2 fois plus polluant. Si on était capable aujourd'hui, d'un coup de baguette magique, de remplacer toutes les centrales à charbon en centrales à gaz, on serait dans un monde à 2 degrés, immédiatement. Donc le gaz, je sais que c'est un hydrocarbure, que les gens disent ça fait du CO2, mais voilà. C'est juste un élément fondamental du monde de demain. Le monde énergétique que je vois à 2040-2050, c'est un monde où on utiliserait du gaz, des énergies renouvelables, profondément plus électriques dans ses usages. Pourquoi plus électriques? Mais parce qu'on sait maintenant mieux stocker l'électricité avec le développement des batteries. On sait également, il y a des usages, le digital consomme plus d'électricité. Donc il y a de plus en plus d'usages d'électricité. La climatisation, c'est par exemple quand on regarde dans les pays d'Asie, avec la montée des classes moyennes, il y a une aspiration à beaucoup plus de pays qui font chaud, de climatisation. Donc il y a des usages d'électricité et donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est se dire simplement, si on réfléchit à la stratégie du groupe à l'horizon 2040, oui, on va continuer à produire du pétrole parce qu'on en aura besoin, mais il n'y a pas de croissance, donc il faut qu'on se positionne sur du pétrole pas cher, je reviens à mon point mort. Ouais. Le gaz, il y a une croissance potentielle forte pour les 20 prochaines années, donc on est devenu le numéro 2 mondial du gaz naturel liquéfié, avec plus de 10% de part de marché. Et puis enfin, il y a l'électricité, et là, on construit une entreprise qui sera un acteur significatif de l'électricité. Et ben voilà, en résumé, en 45 secondes, la stratégie pour les 20 prochaines années de Total, signé Patrick Pouyanné, président de Total, qui était l'invité d'Ecorama sur Boursorama en partenariat avec l'Opinion. Merci Patrick Pouyanné. Merci à vous.